hello les Méli-Mélos. Alors, comme d'habitude, je suis heureuse de vous retrouver pour cette semaine de plus. Donc, une semaine que l'on va consacrer au papa, puisque dimanche, c'était la fête des pères. Donc, je suppose que vous étiez en famille autour d'un bon repas, que vous avez discuté, envoyé des petites blagues sur ce papa-là qui a fait telle chose, etc. Mais aujourd'hui, on va continuer, toujours à honorer les papas, mais on va surtout réfléchir à leurs conditions. On va prendre le pouls, comment ça se passe de leur côté, parce que nous, les mamans, nous sommes investis, nous réfléchissons, nous, les femmes, nous nous plaignons, etc. Nous remettons en question pas mal de choses, et c'est légitime, vu les souffrances qui sont bien connues, j'ai envie de dire, mais c'est toujours bien de prendre le pouls, l'avis d'un papa engagé, d'un papa qui s'intéresse à la question de la parentalité et de la paternité plus précisément. Et pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Brice Edmond. Comment vas-tu, Brisco? Bonjour à tous, je vais bien, tranquillement, heureux d'être là, de participer à cette émission. D'ailleurs, merci pour l'invitation. Merci à toi, on te connaît déjà à Zouk TV puisque c'est pas la première fois que tu passes chez Méli-Mélo. On était ensemble l'année dernière où on parlait de la guerre des parents. J'étais avec Yanis à qui on fait un petit coucou en espérant qu'il se porte bien. Et puis on t'a connu aussi dans l'émission Papa Géniteur à l'époque, qui passait aussi sur Zouk TV. Alors, première question, comment vas-tu? Comment as-tu passé ta fête des pères? Comment tu as vécu l'événement? Alors, moi, j'ai passé une bonne fête des pères avec mes enfants. C'est-à-dire que selon moi, l'essentiel, c'est de pouvoir passer cette fête-là avec ses enfants ainsi que sa famille. C'est ça. C'est vrai que ça reste... On a d'ailleurs une question sur ça, sur la question de la famille. Je ne brûle pas les étapes, mais on va en parler. Et avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, je vais proposer aux téléspectateurs de redécouvrir un extrait justement des émissions qu'on avait fait sur la guerre des parents. Maman et papa qui se battent un peu pour la garde des enfants. Et c'est une émission que je vous propose de redécouvrir si vous l'avez déjà regardée. Et pourquoi pas découvrir pour les nouveaux arrivants. Vous pourrez la retrouver sur la page YouTube de Zouk TV. Je vous laisse regarder un extrait. C'est inexplicable parce que c'est quand même un moment où la mère justement a le plus besoin de soutien. Et c'est quand même la venue de ton enfant. Et c'est là où justement on doit avoir une dignité parentale. C'est-à-dire que prioriser le bien-être de son enfant. Même si tu as ton travail, frère, il faut que tu mettes en avant le fait que voilà, tes parents, tu as un enfant à t'occuper, tu t'affirmes, quoi. En fait, c'est une réaction qu'on a malheureusement. Et comme je dis, je ne trouve d'excuses à qui que ce soit. Chaque personne fait à sa façon. Réalise que en te présentant, j'ai dit que tu étais un papa, effectivement membre de l'association Papa Géniteur, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus? On sait que tu as le mouvement parentalité égaliste, maintenant la Papa. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur qui tu es toi en tant que papa? Et qu'est-ce qui t'a amené à être le bon candidat aujourd'hui pour parler de la question des papas en Martinique? Alors, je suis père de 4 enfants. Représentant de l'association Papa Géniteur, fondateur du mouvement parentalité égaliste et également fondateur du concept La Papa. Ok, d'accord. Alors, ce qui m'a, on va dire, encouragé à m'engager dans cette lutte, c'est par rapport à mon expérience personnelle, où j'ai été confronté à, on va dire, des obstacles pour simplement exister à proximité de tes mon enfants, fils. quoi. Exercer ton rôle, ton statut de papa, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Et c'est tu disais, moi je connais un petit peu le sujet puisqu'on a déjà beaucoup discuté, toi et moi, mais vraiment pour les téléspectateurs, tu disais que le papa que tu voulais être, en tout cas, n'était pas forcément bien accueilli, bien reconnu. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que il y a des papas qui ont des difficultés à exister en tant que tels, à exprimer leur parentalité comme ils le voudraient? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, hein, que ça soit des facteurs propres à soi-même, donc intérieurs, ou que ça soit des facteurs extérieurs, donc la perception qu'on peut avoir du père, de l'homme,
la pensée, on va dire, collective de la société. Voilà, la pression culturelle aussi, hein, Il y a faut ça le aussi. dire, ouais, La voilà. pression culturelle, la pression sociale, psychologique, enfin tout. Mais c'est vraiment quelque chose, j'ai pu le dire auparavant, cette perception négative qu'on a en Martinique du papa, alors je parle de la perception négative, je ne dis pas qu'il n'y a que cette perception-là qui existe, mais cette perception négative, je trouve qu'elle est justifiée. Mais parallèlement, je trouve injuste que des papas qui ne sont pas inscrits dans cette dynamique-là la subissent en fait. Et c'est pourquoi c'est important de te donner la parole au nom de tous les papas aujourd'hui. Et ma question par rapport à ça, c'est est-ce que tu as le sentiment, toi qui es très engagé et qui met en place des actions pour les papas, est-ce que tu as le sentiment d'être seul ou isolé, peu nombreux, ou au contraire qu'il y a beaucoup de papas comme toi qui ont des revendications et qui cherchent des moyens d'expression? Alors, ça dépend. Il y a plusieurs types. Il y a des papas comme moi, par exemple, à travers l'association Papa Génite et la Coupe Papa, où on est quand même 10 membres. Ok. Donc, il y a des papas qui sont dans la même démarche que moi et qui cherchent justement à s'exprimer là-dessus. Il y a des papas, excusez-moi, qui ont le même état d'esprit, le même mode de vie, mais qui ne vont pas forcément chercher à s'exprimer là-dessus. Okay. Et pourquoi, selon toi? Je pense que il y a un risque, tout simplement, que ça soit en termes de visibilité et de stabilité aussi, que ça soit dans sa vie ou dans sa relation avec ses enfants. Parce que c'est quand même en opposition avec soit l'autre partie, c'est-à-dire peut-être la mère avec qui on a un conflit. Et c'est en opposition également avec le système qui est en place aujourd'hui, qui commence à évoluer positivement. Ok. Donc, est-ce que je dois comprendre que c'est surtout le papa qui a du mal à s'exprimer dans une situation conflictuelle, ou est-ce que ça t'arrive d'être en contact avec des papas qui sont en couple avec la maman des enfants, qui n'ont pas de problème particulier? Bon, bien sûr, on sait que pas de ménage sans nuage, on aime bien dire ça, mais je veux dire qui n'ont pas de problème particulier avec leur compagnon, leur compagne du moins, mais qui... je reprends ma question. Est-ce que ça voudrait dire, je vais être plus clair, que quand on est en couple et que tout va bien avec sa femme, on n'a pas de problème d'expression de sa parentalité? Alors, le souci, c'est que... Enfin, le souci. La réalité, c'est que on a ce manque de maîtrise en termes émotionnels. Ok. Déjà, pour identifier nos émotions et pour pouvoir les exprimer. Malheureusement, on n'est pas non plus conscient. D'accord. Quand tu dis on, tu parles des papas? Je parle des papas, des hommes. Des hommes, ok. Alors, je ne vais pas généraliser. Oui. D'accord. Mais c'est vrai que en tant qu'homme, on a déjà en fait ce manque de maîtrise émotionnelle. C'est vrai. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas de conflit, de rupture, on ne prend pas forcément conscience de certaines choses. Pour ma part, j'ai pris conscience de certaines choses à partir du moment où on a obstrué mon droit d'exercer ma parentalité. Et c'est avec le recul par la suite, même des années après, que j'ai pu percevoir certaines choses qui étaient déjà là avant la rupture. D'accord. Que ça soit avec, on va dire, dans mon ancienne relation, ou que ça soit en fait dans la société. Ok, j'ai compris. D'accord, ok. Donc c'est drôle, ça m'apporte une belle information, parce que quand moi je réfléchissais au sujet, j'étais plus tentée de me dire que les hommes avaient une stabilité émotionnelle plus forte qui les empêchait justement de vivre pleinement les relations. C'est-à-dire que comme le système hormonal est plus stable, comme, je sais pas, il y a une certaine... le patriarcat aussi, la place dans la société est plus actée, j'ai envie de dire. Il y a moins de combats comparativement au combat de la femme. J'étais en train de me dire que peut-être que c'était justement parce qu'ils sont
à l'équilibre sur le plan émotionnel, qu'il n'y avait pas forcément cette relation marquée, etc. Et tu vois, en discutant avec toi, je découvre qu'au contraire, tu parles justement d'une incapacité à gérer les émotions ou à les exprimer en tout cas. C'est-à-dire que la retenue n'est pas forcément une gestion des émotions. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se contenir, voire se détacher. Ouais. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Ouais, ça ne veut pas dire que le ressenti n'est pas là. Voilà, mais pour le traiter, c'est-à-dire identifier, réfléchir là-dessus, mettre des mots là-dessus, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Et il faut passer par ce travail d'expression pour pouvoir traiter justement... C'est-à-dire en long terme, à un moment donné, si on souhaite se soigner de certaines choses, voire même pouvoir faire face à certaines situations, on est obligé de passer par là. Alors, ça, tu me donnes le là pour la prochaine question. Comment la fête des pères est attendue, vécue par les papas? Parce que, alors, bien sûr, hein, qu'il y a des papas qui expriment l'importance d'avoir ses enfants avec à ses côtés, etc. Mais on sent quand même qu'il y a un engouement qui reste un peu féminin, où on va organiser la fête de famille, encore les femmes qui gèrent, etc. Comment les papas attendre la fête des pères? Est-ce que c'est un moment fort? Est-ce que c'est un moment douloureux? Comment c'est vécu? Quel retour que tu as, toi? Je dirais, ça dépend de la situation de chaque papa. Ouais. Et qu'il y a des papas, effectivement. Alors, pourquoi il y a cette histoire d'organisation, du moins de détails? Parce que je vais parler pour moi-même. Moi, ce qui m'importe durant la fête des pères, c'est de pouvoir passer un moment avec mes enfants et ma famille. Ok, d'accord. Que ça soit à l'extérieur, que ça soit, je sais pas, au cinéma ou quoi. À partir du moment où je suis avec eux, même si pour rester à la maison, on joue un petit jeu de cartes. Voilà. Moi, c'est l'essentiel. Pour d'autres papas, effectivement, qui n'ont pas forcément la chance, voire même le droit de pouvoir passer ce moment-là avec leur enfant, qui n'ont même pas de contact avec leur enfant, c'est une journée assez douloureuse. Une journée assez douloureuse, ouais. Et comment... Moi, j'aurais vraiment, tu sais, aimé vraiment avoir le pouls. Comment ils le vivent? Est-ce que, au contraire, parce que tu parlais des émotions, est-ce qu'au contraire, ils vont se détacher, je sais pas, des retours que tu as par rapport aux associations? Est-ce qu'ils vont se détacher, ils vont pas en parler? Est-ce qu'au contraire, ils vont fuir? Est-ce que c'est le jour où on va organiser un plan entre gars? Parce que de toute façon, on sait déjà que nous péqueniches, nous, donc tant qu'à faire, hein, plutôt que de rester chez nous et d'être face à notre réalité, bien, on va organiser un plan entre copains. Quels sont les retours que tu as vraiment des papas qui viennent vers toi? Qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que nous, alors je me mets dedans parce que je suis maman et je suis une femme. Donc, j'ai un regard, j'ai une observation qui, par moment, est neutre du fait de mon métier, mais par moment, elle n'est pas neutre. Elle est 100% connotée de mes propres expériences et de ce que la vie me propose. Et c'est vrai qu'on regarde les papas agir, mais on n'a pas leur son de cloche. Et j'ai vraiment besoin que toi, tu viennes dire aux mamans qui nous regardent et aux papas aussi, c'est quoi le son de cloche, c'est quoi ce vécu, comment ils s'organisent, comment est-ce que le papa qui n'a pas reçu son cadeau fait un peu la gueule, comme la maman qui n'a pas reçu, on l'a pas capté pour la fête des mères, ben elle est un peu blessée. Est-ce que c'est comment ça se passe? Entre gars, quels sont les discours? Qu'est-ce que les papas se disent? Comment ils décryptent la situation? Alors, je vais être honnête. Je vais être honnête. Mes réponses sont basées, en fait, sur des discussions, mais elles ne sont pas aussi profondes, malheureusement. Voire même des analyses par rapport à ce que j'ai vécu et à ce que je perçois, en fait, dans ce qui va me partager ou dans quelle situation il est. Ce n'est pas aussi profond parce que, pour être sincère, la libération de la parole est très compliquée. On voit plus de résultats à l'extérieur par rapport à la présence de pères, que ça soit dans la rue, que ça soit devant les écoles, que ça soit devant les événements organisés autour de la parentalité, qu'en fait, au sein même de ce qu'on met en place. D'accord, d'accord. Okay. C'est-à-dire qu'on va... Effectivement, on a déjà reçu certains pères qui étaient en difficulté, qui avaient besoin de réponses. Mais par contre, pour pouvoir se présenter et
on va dire, exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils souhaiteraient, là, c'est autre chose. Donc les papas sont pudiques. D'accord. Je dirais pudique, et c'est vrai que on en avait parlé justement l'année dernière. C'est toujours aussi ancré cette norme de l'homme qui ne doit pas être vulnérable. Oui, c'est ça. C'est toujours aussi ancré. On n'a pas beaucoup avancé de ce côté. Alors, on a avancé. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose à ne pas négliger. Le fait de voir des pères dans les rues, dans les établissements, dans les événements autour de la parentalité, ça prouve quand même que on va dire que ça avance à ce niveau-là pour montrer leur vulnérabilité, puisqu'à partir du moment où on est avec nos enfants, on partage certaines choses avec nos enfants, c'est un grand pas. Parce qu'avant, c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément. C'est vrai, qu'on voyait beaucoup moins, c'est vrai. Donc, j'ai assez confiance à l'avenir pour que ça puisse évoluer en ce sens de plus en plus. C'est déjà un grand pas. Ce que tu dis me fait beaucoup réfléchir. J'ai revu l'émission de l'année dernière. Je l'ai regardée de nouveau et c'est vrai qu'à un moment donné, je disais que je ne comprenais pas, je ne voyais pas l'intérêt, la nécessité qu'il y avait à féliciter un papa qui fait bien. Et je disais que on ne félicite pas forcément les mamans. On trouve que c'est tout à fait normal. Elle fait son rôle de maman, alors pourquoi féliciter un papa? Mais c'est vrai qu'en t'écoutant parler, j'ai l'impression qu'ils ont quand même besoin qu'on les accompagne. J'avais envie de dire qu'on leur tienne la main, mais je préfère dire le terme qu'on les accompagne, parce que l'idée, c'est pas de les infantiliser, mais de leur dire, viens, on est fiers de toi, on voit ce que tu fais, viens, n'aie pas peur. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de ça. Alors, je vais te donner une anecdote par rapport à ça, qui est simple. Pendant la grossesse, on voit des professionnels, des sages-femmes, quoi qu'il en soit. Tu peux être un père qui s'affirme. Oui, c'est vrai. Qui va dire, bon, je suis là, je suis à tous les rendez-vous. Voilà, j'accompagne en fait dans cette démarche ma femme et mon enfant, en fait, tout au long de cette démarche. Si on tombe sur un professionnel, parce que ça reste des êtres humains, qui n'ont pas cet état d'esprit de se dire, bon, en fait, c'est un couple. Ouais, c'est un couple. Un couple que je reçois, c'est le père et la maman. Et se dire, non, en fait, c'est que la maman, parce que c'est la maman qui porte l'enfant. En fait, si la mère du moins n'aide pas à ouvrir la porte, voilà, c'est ça, en appuyant le fait que le père s'affirme, c'est compliqué. Alors ça va être compliqué pour qu'il puisse justement entrer. Je crois qu'il y a aussi l'effet de groupe. L'effet de groupe parce que je prends du coup mon expérience. Tu as parlé de la préparation, par exemple, à l'accouchement. Donc, la préparation à l'accouchement, c'est un espace où on accueillait papa et maman. Et c'est vrai qu'il y avait un monsieur qui venait et qui accompagnait sa femme. Mais à force de venir et de constater qu'il était à chaque fois tout seul, j'ai observé qu'au fur et à mesure de l'avance du programme, mais il ne venait plus, en fait. Un peu comme si c'était... écoute, je suis le seul papa à venir là. Peut-être que les autres ont raison de ne pas... Il n'y a pas eu l'effet inverse de « Tiens, aujourd'hui, il y a un papa, demain, il y en aura 2, puis 3, et puis finalement, tous les papas seront là, tu vois. » Il y avait plutôt l'effet de « Les autres ne viennent pas, il n'y a que moi qui viens, je ne viens pas. » Et je trouve que peut-être que l'effet de groupe, c'est pourquoi je parlais de leur donner la main, de leur dire « Bon, ben, venez messieurs, vous avez votre mot à dire aussi. » C'est très, très compliqué parce qu'effectivement, c'est le corps de la femme, mais peut-être qu'ils ont aussi des choix ou des préférences sur l'accouchement, sur comment ça va se passer. Enfin, peut-être aussi que... Je pense que c'est un manque de connaissances. Pas un manque de connaissances sur la grossesse, il y a ça aussi, effectivement, qui est assez important, mais plutôt sur la réalité du terrain. C'est-à-dire au niveau de la société... il y a aussi le fait de se définir en tant qu'homme-père. Qu'est-ce qu'on a le droit, quels sont nos devoirs, quels sont nos droits. Et en fait, c'est un état d'esprit. Justement, un confrère, une petite dédicace à Kenrick, de Papa Génitel, la Coupapa,
qui m'expliquait qu'en fait, aux États-Unis, pas ma femme, moi les pères ne disent pas ma femme est enceinte, ils disent nous sommes enceintes. Ah oui, ok, d'accord. Donc on peut voir Oui, voilà, la c'est ça. différence. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même dans notre discours, c'était arrivé qu'on dise mon fils attend un bébé. Ah non, la femme de mon fils attend un bébé. Comme si, voilà, je comprends très bien. Et c'est vrai que c'est des petites choses comme ça qui peuvent faire évoluer la considération et la place de chacun. Ça se matérialise physiquement. Ouais. On parle de couvade, ouais, c'est vrai. par exemple. Moi, je l'ai fait pour chaque enfant. Ok. Ben, quelque part, je porte la grossesse avec Oui, ma femme. Oui, c'est vrai. Et c'est assez drôle parce que quand l'homme est en situation de couvade, c'est à ce moment-là que la femme a un petit soulagement, enfin, il se partage un petit peu les symptômes. Et par exemple, quand je parle de connaissance, la couvade, c'est pas tout le monde qui connaît la couvade. Oui, c'est ça. Que ça soit femme, homme, on peut poser la question. D'ailleurs, on va l'expliquer aux téléspectateurs. Donc, la couvade, c'est un mécanisme, j'ai envie de dire, psychique, qui s'exprime de manière physiologique, mais qui est psychique, où l'homme ressent des symptômes de la grossesse. Donc, ça peut aller de la prise de poids, les vomissements, la fatigue, les étourdissements, enfin, vraiment des symptômes de femme enceinte. La faim. Mais qui sont portés par l'homme quand leur compagne est enceinte. Voilà, c'est ça. On peut interpréter ça aussi comme une connexion avec sa femme et avec son enfant. C'est ça. C'est une belle manière de le voir, c'est vrai. Et tu sais, en parlant avec toi, et c'est pourquoi je tenais avant la vie d'un papa, c'est qu'en parlant avec toi, je réalise à quel point c'est sérieux. Même dans l'ancienne émission, enfin l'émission de l'année dernière, je me revois à rigoler de certaines choses, mais je réalise à quel point c'est sérieux. Moi, la couvade, ça me fait rire, en fait. Je me souviens de m'être moquée du père de mon fils quand il a fait sa couvade. Mais... toi, tu me parles de connexion. Moi, je trouve ça super beau, en fait. Il n'y a rien de drôle dans ça, en fait. C'est une connexion, c'est un moment, et il y a vraiment cette connexion-là qui existe. Non, c'est-à-dire en tout cas, personnellement, je ne rejette pas le fait que ça soit drôle. Oui. Parce qu'effectivement, c'est assez quand même spécial. Ouais, c'est cocasse. C'est cocasse. Ouais. Après, bon, si ça entre dans la moquerie, là, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficilement imaginable pour des personnes qui ne connaissent pas. Et puis qui n'y croient pas non plus. C'est ça. Parce qu'à partir du moment où on y croit et qu'on comprend qu'il y a un enjeu, quelque chose de sérieux qui se joue, on n'a plus forcément envie de rigoler. Bon, on peut se taquiner, mais on n'a plus forcément envie de rigoler parce qu'il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de sérieux qu'il nous faut considérer et qui va permettre justement à améliorer tellement de choses, à trouver une place vraiment particulière pour le papa. Il y a vraiment lui redonner toute sa valeur et toute son importance. Je prends un autre cas, une anecdote. L'une de mes meilleures amies, quand sa fille avait 1 mois, on a décidé d'aller au match. Donc, notre copine, on va au match. Et elle arrive à l'entrée du hall, jusqu'à ce qu'on s'asseye. Tout le monde lui demande, mais où est le bébé? Et est-ce que tu as laissé le bébé avec son papa? Les gens sont surpris qu'un bébé de 1 mois puisse être resté avec son papa et qu'elle soit au match, quoi. 1 mois après. Les gens sont choqués, surpris, etc. Alors que ça n'arriverait pas forcément pour le papa. On ne lui dirait pas forcément les mêmes choses. Et en agissant comme ça, il y a une forme de patriarcat, oui, mais il y a aussi surtout un manque de reconnaissance des capacités réelles du papa en tant que papa, pas en tant qu'homme, mais en tant que papa, du parent en tant que papa qui peut s'occuper de son bébé tout simplement. C'est ça. Il y a ça et de côté un maintien de la surcharge concernant la mère. Aussi. Parce qu'elle a besoin aussi de pouvoir se détendre, de pouvoir lâcher prise. Et parallèlement, le père a besoin en fait de nourrir cette connexion avec son enfant. Et de s'exprimer, c'est ça, tout à fait. Alors du coup, tu parlais de charge mentale à partager. Donc du coup, tu as créé le mouvement Parentalité Égaliste. Est-ce que tu peux nous en parler? Parentalité Égaliste a été créé pour pouvoir en fait promouvoir l'équilibre familial. Ok. Ça traite de deux
Ça traite de deux axes, le droit parental et la surcharge parentale. Donc, en l'occurrence, le droit parental pour les pères, sans généraliser, puisqu'il peut y avoir des mères dans les mêmes situations que les pères. Que les pères, ouais. Et la surcharge parentale pour les mères. Et également là, il peut y avoir des pères dans la même situation que ces mères. Alors là, tu me tends la perche. Est-ce que ça voudrait dire que la surcharge parentale maternelle est systématiquement plus importante que la surcharge parentale paternelle? Je dirais que c'est plus fréquent. Plus fréquent par rapport au système qui est mis en place. Les normes de la société qui définissent les rôles, les fonctions de tout un chacun. La mère, elle est au foyer, elle s'occupe des enfants, et le père, il est au travail, il doit ramener les ressources. C'est ça de base. Oui, à la base. Voilà. Ouais. Et même dans le traitement... Toujours en 2025, tu trouves? Non, ça évolue. Ok. Ça évolue parce que je pense qu'il y a une déconstruction par rapport à ça. Il y a une prise de conscience aussi. C'est ça, et puis les femmes travaillent de plus en plus aussi. C'est ça. Voilà. Il y a ça aussi parallèlement à le fait qu'effectivement il y a le mouvement en fait des féministes qui permet en fait de mettre en avant les droits des femmes dans d'autres domaines. Mais de l'autre côté, effectivement, il y a un travail qui a été effectué pour que les pères puissent aussi s'affirmer dans le domaine de la parentalité. Tu parles des féministes. Est-ce que tu penses que les masculinistes sont une réponse aux féministes? Je pense que ça dépend du courant. Il y a plusieurs courants dans le féminisme. Il y a plusieurs courants dans le masculinisme. Ok, d'accord. Je pense qu'il y a des courants qui se rejoignent. Donc, c'est un travail qui est fait de part et d'autre. Il y a des courants aussi qui s'opposent. Ouais. Donc, tout dépend du courant. Et est-ce qu'on peut faire un lien entre le masculinisme et justement la parentalité paternelle? Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Comment on peut interpréter ça? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements, on a beaucoup de... Et c'est vrai qu'il y a une question, me semble-t-il, qui parle justement des groupes de parole entre hommes, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'expression de la masculinité et l'expression de la paternité? Oui, c'est lié. Hein. Ok. C'est lié parce que je pars du principe que la paternité est une étape dans la vie d'un homme, tout simplement. Donc, à un moment donné, effectivement, c'est un sujet qui arrive sur la table. Alors, moi, avant qu'on parle de la coupe papa, on a encore deux questions. Moi, j'ai une frustration à chaque fois que je te reçois. J'ai vraiment une frustration. Et je le dis et j'espère que si il y a des papas qui ne sont pas dans ton cas et qui ont envie de me prouver le contraire, qu'ils me fassent un petit message. Aujourd'hui, je parle avec toi, les choses me paraissent évidentes parce que tu es dans cette démarche il faut trouver des solutions, il faut que chacun puisse s'exprimer dans un cadre bienveillant, dans un cadre qui garantisse la sécurité de l'enfant. On avait parlé dans l'émission précédente de l'intérêt premier de l'enfant, on avait parlé de tout ça. Et j'avais déjà dit il y a 1 an que j'étais frustrée parce que toi et Yanis, en l'occurrence, qui étaient avec nous, vous étiez des papas engagés dans cette démarche. J'ai vraiment envie, parce que je suppose qu'ils se sentent peut-être agressés par le discours des femmes. Est-ce que les papas que toi, quand tu regardes objectivement, sans être dans le jugement, mais quand tu regardes, tu vois bien qu'il y a peut-être un manque d'investissement dans la paternité. Comment ça se passe avec eux? Est-ce que vous arrivez dans l'association à les sensibiliser? Que faire pour les accompagner? Parce que avant de te donner la réponse, je veux vraiment expliquer le pourquoi de ma question. Il y a des mamans qui discutent entre elles et qui constatent que leur fils n'a pas forcément le bon comportement. On parle de fils adultes. Et on a le sentiment qu'elles n'arrivent pas à leur dire, tu sais, la manière dont tu fonctionnes, c'est pas la bonne. Parce qu'il faudrait pas le froisser. Est-ce que vous, en tant que papa et en tant qu'homme, vous arrivez à sensibiliser ce type de profil paternel qui justement crée cette frustration chez la femme et chez la mère? Alors, on n'est pas encore à ce stade-là, puisqu'il faudrait déjà
qu'ils viennent. Qu'ils viennent. On va dire, ils viennent on va dire, ça. Ils vont venir, mais en compte-gouttes. D'accord, ok. À petits pas, Voilà. Ils viennent, mais pas franchement, quoi. C'est ça. Ok. Sinon, ils vont venir réellement, en fait, quand ils sont dans une situation très compliquée. Ok, donc ils viennent chercher des solutions, mais pas forcément ils sont pas dans une démarche préventive ou d'amélioration. C'est ça. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont être dans l'idée que l'amélioration, ce sera quand ils vont régler la problématique qu'ils ont actuellement. Ok, d'accord. Mais ils sont pas dans un cheminement, en fait, à long terme. D'accord, d'accord. Et je peux comprendre certains, parce qu'il y en a qui, sincèrement, qui sont démissionnaires, qui ne souhaitent pas aller au-delà de ce qui est déjà établi. Ouais. Mais je peux comprendre certains parce que y en a qui sont infantilisés. C'est vrai que il faut qu'on puisse être à l'écoute aussi, puisque il faut être réaliste. Oui. D'accord, les femmes, les mères maîtrisent mieux dans ce domaine. Il y a pas de honte à se dire bon, on maîtrise pas. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas le choix? Parce que ça existe des mères qui... alors, de plus en plus, on a des mères qui perdent pied. On a des mères qui sont en grande difficulté. Moi, j'aimais dire... Avant, bon là, ça c'est plus trop d'actualité pour moi, que je découvrais, en fait. C'est-à-dire que... si on me demande, là, tu l'as laissé avec le papa, mais comment le papa va faire pour faire telle action? Je dis, mais moi non plus, je ne savais pas comment il faut faire. C'est-à-dire que je ne sais pas. C'est-à-dire que... Il y a l'instinct maternel, c'est ça? Non, il n'y a pas que ça. Ok. Il n'y a pas que ça. L'instinct maternel, j'y crois. Moi aussi. Mais bon, il faut nourrir cet instinct-là aussi. C'est ça. C'est pas inné, ça ne vient pas comme ça, on est là et puis c'est là. Je pense qu'il y a des prédispositions par rapport à l'éducation. Exactement. C'est-à-dire comment on éduque nos filles et nos garçons. Avant, c'était clair. Les garçons, ils avaient des jouets, on va dire, de combat, Action Man, etc. Voilà. Ou sport, des camions, toupies, des de fusils. Exactement. Voilà. Les filles, c'était plutôt des poupées. Pour des petites maisonnettes pour prendre le thé, etc. Une cuisine. Donc en fait, avec les poupées, tu vois, il y a déjà des prédispositions à la maternité pour s'occuper en fait d'un enfant, voilà, des imaginaires, exactement. Et de faire voilà. Donc en fait, en grandissant avec, il y a déjà des prédispositions chez la femme. Ouais. Les hommes, c'est, je dirais pas du tout. Parce que ça dépend de chaque situation, mais moins. Oui, c'est vrai. En moyenne, moins. C'est vrai. C'est vraiment quand ils sont confrontés à la grossesse qu'ils commencent à justement à réaliser et puis surtout à entrer en fait dans ce schéma. C'est difficile, c'est très difficile. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à la tournure de cette émission-là. J'ai beaucoup réfléchi et c'est compliqué parce que, tu sais, une féministe un peu engagée pourrait te demander si tu sous-entends que le comportement actuel des hommes serait finalement de la responsabilité de cette maman qui n'a pas donné au petit garçon, tu vois, l'éducation qu'il faut pour qu'il puisse être un papa dans l'âme. Mais je lui poserai une question. Pourquoi se demander, pourquoi suggérer en fait que la maman n'est pas donnée? Pourquoi ne pas suggérer que les parents n'ont pas donné? Oui, c'est vrai. Et tu vois, inconsciemment... C'est très compliqué, c'est très sensible en réalité, comme voilà. Mais tu touches du doigt un point important, c'est l'éducation. Et c'est vrai que tu me disais qu'ils viennent à petits pas, ils viennent à tâtons. Du coup, moi je me demande, est-ce que la solution ne serait pas d'aller vers eux? Même s'ils sont un peu réfractaires, mais tu sais, de déjà mettre une petite graine, parce que j'ai pas l'impression qu'ils prennent forcément conscience. Aller vers eux, c'est ce qu'on fait sur Méli-Mélo, c'est faire des émissions, c'est faire ce que tu fais, on va en parler tout à l'heure, de tes réseaux, mais est-ce qu'il y aurait pas
Moi, j'aurais aimé que ce mouvement prenne de l'ampleur parce qu'on sera bénéficiaires, nous les mamans. On sera bénéficiaires de ça. Les enfants seront bénéficiaires de ça. Les papas, toute la société en bénéficiera. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les ramener? Alors, non, ça me fait rire parce que c'est vrai que j'entrevois dans ta question le fait qu'une maman, effectivement, ait cette volonté et si je peux me permettre cette impatience, Ouais. que certaines choses évoluent. Oui, c'est vrai. L'impatience, tu peux le dire. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi je vois comme ça, on met des choses en place, on propose, mais le plus gros travail doit être fait de tout un chacun. Oui, c'est vrai. Si soi-même on n'est pas prêt, voire même, hein, Ouais. c'est-à-dire que on propose certaines choses, mais on dit à tout le monde, hein, si vous avez des choses à proposer également, proposez-les. Vous pouvez venir, vous dites, bon voilà, je voulais mettre telle et telle chose, je voulais aimer que vous fassiez telle et telle chose, etc. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que le but, ce n'est pas qu'on mette certaines choses en place, et puis ils sont là assis, et puis voilà, Voilà, tu oui. vois, ils font que recevoir. Non. C'est vraiment Parce qu'on partager est- et faire avancer ensemble, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il contribue. Il faut aussi qu'il puisse prendre cette initiative déjà de lui-même. Bon, je souhaite participer. Parce qu'en fait, parallèlement, c'est aussi appelé à la responsabilité. Que ça soit dans le domaine associatif, que ça soit en fait dans ton foyer ou dans ta famille. Donc, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on a remarqué, c'est que beaucoup, je dirais certains pères se définissent en fonction de la mère. C'est vrai. Par exemple, bon, pour passer un appel, par exemple, il faut attendre que la mère puisse passer un appel pour qu'il puisse parler à son enfant. Ou Ouais, sinon, s'il y a certaines informations ou certains devoirs à l'école, il faut attendre que la mère puisse Exact. transmettre. Exact. Alors que non. On a remarqué, pire encore, on a remarqué des papas qui expriment leur parentalité en fonction de si ils sont en couple ou pas avec la mère. C'est-à-dire qu'ils sont de vrais papas poules disponibles, etc., avec l'enfant qu'il a avec la maman actuelle, et puis l'enfant qui est d'une maman, d'une ancienne relation, ben c'est différent. Et là où ça nous avait un peu choqué dans nos observations, c'est qu'on avait vu que le papa, il fréquente, par exemple, je sais pas, il fréquente Jacqueline aujourd'hui. Il a un enfant avec Jacqueline. Tout se passe bien. L'enfant est choyé, l'enfant voit son papa, etc. Il se sépare de Jacqueline. OK? Pendant le temps de la séparation, l'enfant de Jacqueline ne voit pas son papa. Le papa est occupé, le papa, c'est pas de sa faute. Il a fini tard et patati et patata. Jacqueline se remet avec le gars. Le gars redevient un papa, je vais pas dire un bon papa parce qu'il n'y a pas de définition de bon papa, mais le type de papa que Jacqueline avait connu au départ avant la séparation. Je comprends. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a l'impression que c'est la relation conjugale qui détermine la relation parentale, alors que ça ne devrait pas être le cas en fait. La conjugalité n'est pas dissociée à la parentalité. C'est ça. Et ça, on le retrouve effectivement chez les pères et mères. Parce que peut-être que justement, ça leur rappelle la relation passée, les blessures, les traumas, voire même l'échec. Oui, c'est vrai. Parfois, inconsciemment, ils se disent, bon, ben, j'ai ma nouvelle relation, j'ai un autre enfant. Je vais me Et c'est ce qui on va dire, me conforte dans ma situation d'aujourd'hui, voire même me valorise. Donc, en fait, plus me tourner de ce côté-là. Mais côté, il y a un enfant qui est délaissé, voire même peut-être qui n'est pas mis en valeur. Mm-hmm. C'est compliqué. Là, on est dans le constat. Moi, j'espère qu'on trouvera des solutions à tout ça. On en avait parlé, beaucoup de communication, faire aussi l'effort de faire des concessions, de convenir aussi à un cadre, parce que je crois que, justement, parce que la conjugalité et la parentalité sont difficilement dissociables dans certains cas, il faudra que aussi bien la maman que le papa puissent tenir compte des besoins du parent en termes de sécurité, de confiance, dans le cheminement en fait relationnel, pour que l'enfant ne soit pas lésé. C'est vrai que c'est compliqué. C'est un aspect que je mettais en avant
durant lequel, pendant mon combat personnel, Oui. pour exercer ma parentalité, du fait que il est important en fait de pouvoir mettre les conditions qui permettent aux deux parents de pouvoir subvenir aux besoins et pour pouvoir tout simplement cheminer avec son enfant. Malheureusement, bien souvent, du côté des pères, on ne prend pas forcément ça en compte, puisqu'on part de l'idée que le père est pourvoyeur. Oui. De l'autre côté, effectivement, avec la surcharge parentale de la mère, on ne prend pas forcément en compte également qu'elle a besoin de certains moyens pour pouvoir cheminer avec son enfant. Tu sais, quand tu dis le père est pourvoyeur, j'entends aussi que le père serait victime du patriarcat. Donc, les femmes ne sont pas les seules victimes du patriarcat. Et toujours dans la préparation de cette émission, une question m'est venue, notamment en faisant un peu de recherche sur les débats qui existent autour de ça. Et il y a une question qui est revenue souvent, c'est la question qui vise à se dire que la fête des pères soutiendrait le patriarcat et que ce serait une fête à proscrire. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je vais peut-être dire quelque chose qui est très polémique, mais je pense que la fête des mères soutient encore plus le patriarcat. Ok. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai bien envie de comprendre. Parce que je trouve que le côté commercial est beaucoup plus mis en avant. Je comprends. Au même titre que, on va dire, dans le quotidien, où la première cible, ce sont les femmes. Donc, effectivement, la fête des mères, enfin, c'est mon avis, je trouve qu'ils mettent le paquet au niveau commercial. Mais c'est important, il faut pas avoir peur de... Même si on fait attention à ne frustrer personne, mais il faut pas avoir peur de proposer cet avis-là. Parce que, je te le disais en off, on réfléchit beaucoup, et quand on est un peu seul face à ces réflexions, on peut tomber dans une espèce d'égocentrisme qui nous enferme et nous empêche de faire évoluer la réflexion. Donc, je le dis toujours sur Méli-Mélo, il ne s'agit pas forcément d'être d'accord, mais il s'agit d'entendre une vision, d'entendre une façon de penser qui va éprouver notre propre façon de penser. Donc, moi, je suis très curieuse de ce que tu dis. Quand tu dis que peut-être que même la fête des mères soutiendrait encore plus le patriarcat que la fête des pères en elle-même, tu vois. Alors c'est vrai que je vais sortir de ce sujet de patriarcat, même si c'est relié, mais c'est vrai que ça soutient surtout le système capitaliste. Ok, d'accord. Mais sans nier le fait, parce que c'est un fait aussi, que la fête des pères, aussi, c'est aussi soutenir ce système capitaliste, voire patriarcat. Ouais. Mais selon moi, sans comparer les deux, selon moi, je trouve que la fête des pères, on est plus dans le symbolisme. Oui. Plus dans le symbolisme que le commercial. Oui, sans retirer le symbolisme de la fête des mères. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais effectivement, comme c'est quelque chose qui évolue et qui met en avant de plus en plus des pères, donc des souhaits qu'on a depuis de nombreuses années, c'est vrai que le symbolisme, je trouve que c'est beaucoup mis en avant. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette question, mais j'avais envie de ton avis parce que, comme je dis, il faut éprouver ces réflexions. Je ne trouve pas que la fête des pères soutient le patriarcat parce que tu parles de symbolisme, mais moi, je parle aussi de prise de conscience. C'est-à-dire que être capable de faire un poème à son papa, de pouvoir lui dire, et même une maman qui dit à son compagnon, voici le papa que tu es, lorsque l'enfant n'est pas capable de le dire, hein, voici le papa que tu es pour nos enfants et félicitations pour ci, félicitations pour ça. Je trouve que ça peut être un beau message d'encouragement, en fait, de lui dire, ben, écoute, non, tu n'es pas à côté de la plaque quand tu fais le choix de passer des moments avec ton enfant à faire ci. Tu n'es pas à côté de la plaque quand tu pleures. Tu n'es pas à côté de la plaque quand tu t'exprimes, puisqu'on parlait du fait de s'exprimer. Et je crois que c'est important de proposer au papa ces espaces-là pour qu'ils comprennent que c'est une vraie place, un vrai rôle, que ça a un impact réel. J'ai entendu des gens me dire,
bon, c'est ma vie, je n'ai pas de... C'est ma vie, c'est personnel, ça ne regarde que moi. Sauf que ça, c'est vraiment une idée que je déconstruis tous les jours. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je la déconstruis systématiquement. Quel que soit ce qu'on fait dans la vie, ça a des répercussions sur notre entourage, sur nos enfants, sur nos voisins, sur nos parents, sur nos collègues. Tout ce qu'on fait, tous les choix que nous prenons, ça a des répercussions sur la personne qui est à côté. Il n'y en a pas un qui passe. Même les mots. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de bien trouver les mots. Oui. D'ailleurs, sur des sujets que je maîtrise moins pour Oui. le coup. Mais les mots ont aussi une puissance. Exactement. Par exemple, le patriarcat. Oui. Est-ce qu'on connaît réellement la définition du patriarcat? C'est vrai. Ça fait encore très polémique. C'est très compliqué. Parce que le patriarcat, je ne maîtrise pas non plus. Oui. Mais dans ce que je perçois, le patriarcat, c'est le fait que ce soit des hommes qui, on va dire... qui dirigent. Qui dirigent. Ouais. Mais si à chaque fois on met le patriarcat sur la table comme quelque chose de négatif, est-ce que c'est l'idée qu'en fait des hommes dirigent en fait, qui est négatif? Le problème du patriarcat, c'est qu'il a servi à la destruction. C'est ça. C'est-à-dire que le patriarcat était renforcé, soutenu par... alors, chaque fois, je me trompe. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Le pater familias. Et le pater familias, c'est un pouvoir de toute puissance qui était donné au papa sur sa famille. Et donc, pouvoir de vie ou de mort. Et ce pater familias, il a perduré, et il y a encore des petites traces dans la société. Alors, je dis des petites traces. Je sais que certaines personnes vont s'insurger quand elles vont entendre de petites traces, parce qu'en réalité, ce sont de vraies traces, de belles grosses traces qui existent. Mais je veux dire, il y a ce point de départ qui a fait du patriarcat quelque chose de très compliqué sur la vie des femmes, etc. Mais là où il ne faut pas qu'on soit... je fais attention aux mots, tu viens de me suggérer qu'il faut faire attention aux mots, mais chez Méli-Mélo, je dis des choses aussi assez crues. Là où il ne faut pas qu'on soit hypocrite, c'est en ne reconnaissant pas que ce pater familias et ce patriarcat a été quand même contenu par un réveil, un sursaut de la femme, par plus de place de la femme. Il y a encore beaucoup d'inégalités, c'est vrai. Il y a encore beaucoup de difficultés pour la femme, mais il y a quand même quelque chose qui bouge. Il y a quand même quelque chose qui bouge. Et quand l'enfant, fils, garçon, futur homme exprime une autre forme de patriarcat, une autre forme d'existence en tant qu'homme dans la société, il est tout de suite ridiculisé. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans des libres antennes en rigolant, en disant « Ah non, mais moi, je veux un bad boy ». Je disais ça en rigolant. On était dans un contexte de libre antenne. C'était un sujet un peu plus décontracté. Je dis « Je veux un bad boy ». Mais en réalité, dire « Je veux un bad boy », c'est continuer à vouloir cet homme macho qui sourit pas qu'à rire, pas qu'à sourire, qui arrive costaud, qui machin. C'est soutenir le patriarcat d'une certaine façon. Et donc, il faut pas qu'on soit hypocrite. C'est vrai que le patriarcat a créé des problèmes sérieux dans la société, très graves, mais il faut qu'on soit réaliste et qu'on reconnaisse que nous avons tous un petit peu notre carte à jouer pour recréer une espèce d'équilibre et non une nouvelle domination par le matriarcat, par exemple. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé quand tu as dit servir. Ouais. Parce que servir, ça veut, selon moi, j'ai perçu comme un outil. C'est pas l'outil que tu vas condamner, c'est l'utilisateur de l'outil. Exact, c'est vrai. Donc, est-ce que les hommes, effectivement, qui utilisent cet outil-là, peuvent être condamnés, ou est-ce que c'est le système? Et quand je dis ça, c'est pas forcément, on va dire, démontrer qu'il ne faut pas changer de système. Mais peut-être qu'effectivement, si on réfléchissait comme ça, des hommes qui se détachent de ce système, qui ne contribuent pas à ce système, peut-être qu'ils sont moins impactés justement par rapport à la rancœur qui a émergé de ces souffrances. Je comprends très bien. Alors, toujours, on est obligé d'avancer puisque le temps file. Quand le sujet est intéressant, c'est comme ça. Alors, toujours, parce qu'il faut vraiment qu'on parle de la coupe papa, mais une autre question. Donc,
Aujourd'hui, alors, il y a dans certaines écoles, notamment, ils n'ont pas fait la fête des mères, ils n'ont pas fait la fête des pères, et ils proposent de faire la fête de la famille. Comment les papas interprètent cette façon de fonctionner? Comment le papa voit les choses? Je vais être honnête. Hein. Oui, vas-y, on veut ton honnêteté. Je n'en sais rien. Ah, d'accord, ok, vous n'en avez pas... C'est-à-dire que alors oui, on en a parlé. On en a parlé parce que c'était une proposition, d'ailleurs, qui a été faite depuis des années. Hein. Ouais. Une proposition de faire, en fait, ce type de célébration. Ok. Que de faire fête des mères, fête des pères. Voire même fête des mères, fête des pères, fête de la famille. Ouais. Mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on avait déjà pensé. D'accord. On a notre avis là-dessus. Ouais. Mais pour ce qui est des pères, en fait, des pères à l'extérieur, on ne sait pas, en fait, quel avis ils ont par rapport à ça. D'accord. Mais vous, chez les papas géniteurs, chez parentalité égaliste, comment tu perçois? Moi, j'ai trouvé ça un petit peu dangereux, mais je veux ton avis à toi. Ben, en fait, c'est une bonne chose. Ok. Dans le fait qu'en fait, il n'y a pas d'opposition entre guillemets. Même si la fête des mères, la fête des pères n'est pas dans ce but, mais on constate qu'il y a toujours une opposition. D'accord. Alors que la famille, en fait, la célébration de la fête de la famille, c'est fait pour rassembler. C'est tout le monde qui est mis à l'honneur. Ouais, j'ai compris. Ok, je comprends très bien. D'accord. Ok. Alors, parlons maintenant de la Koupapa, du coup. Qu'est-ce que c'est la Koupapa? Parce qu'on a déjà papa géniteur, on a parentalité égaliste, et puis bam, on a la Koupapa qui arrive et qui nous propose un nouveau concept. Qu'est-ce que c'est la Koupapa? Pour bien faire la différence, je parle de l'association de papa géniteur vite fait. Oui, bien sûr. Alors, on en a déjà parlé, mais il faut savoir que papa géniteur a été créé pour pouvoir traiter de tous les sujets sur la parentalité et des relations hommes-femmes. D'accord. La Koupapa est un concept de papa géniteur. Alors, ça a été créé par des pères, pour des pères, dans le but de mettre à disposition un environnement, un cadre où les pères se rencontrent, puissent libérer la parole, puissent, on va dire, mettre des choses en place, échanger, mettre des projets en place, enfin voilà, que du partage. Et c'est vraiment en fait un espace où ils se sentent en sécurité, où ils peuvent exprimer en fait leur vulnérabilité en tant que père. Bon, je parle de vulnérabilité, que ça soit dans les émotions positives ou négatives. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, tout simplement qu'ils puissent s'exprimer. Oui. Et je comprends très bien le mot vulnérabilité. Se montrer vulnérable, c'est se montrer accessible, c'est faire tomber l'armure, faire tomber la barrière et se montrer tel que l'on est. Je comprends très bien le mot. Les sortir du cadre de la société, des normes de la société où voilà, ils doivent être forts, Oui. ils doivent être stoïques, Oui. ils doivent être que sur des sujets, on va dire, superficiels. Oui. Et voilà. Et là, leur proposer vraiment de s'exprimer, de rentrer en profondeur. de rentrer en profondeur, de traiter de sujets beaucoup plus profonds qui les touchent, qui touchent leurs enfants, qui touchent leurs parents. Et ok. voilà. Alors, juste, les téléspectateurs voient, hein, donc on a mis à l'antenne ton numéro, donc enfin le numéro en tout cas de l'association, donc 06 96 00 19 23, et tous les papas qui sont intéressés peuvent vous contacter, toi et l'association, par ce numéro. C'est ça. Ou par mail, papagéniteur44 @gmail.com. C'est ça. C'est ça. En sachant que nous faisons aussi de ce qu'on appelle la Koupapa-ish. Ok, d'accord. Ce sont des moments entre pères, enfants, donc pour qu'il y ait des relations entre pères, entre enfants et entre pères et enfants. Mais c'est génial ça. Je fais une comparaison. On voit des concepts comme ça, mais c'est vrai que c'est une tendance un peu plus féminine. Moi, je me souviens des tipis, par exemple. Je ne sais pas si tu as connu l'atelier Tipeee. Et c'est vrai que donc c'était un dispositif, je ne connais pas très très bien, je n'ai pas moi été, mais j'ai pu voir sur les réseaux. Donc un dispositif où ils faisaient des journées parents-enfants, et souvent c'était les mamans qui allaient avec leurs enfants. Et c'est vrai que là,
c'est sympa qu'on ait aussi des espaces pour les papas, Les papas. spécial papa. Prioritairement, puisque en fait, c'est un domaine, la parentalité, c'est un domaine qui est, on va dire, en moyenne plus maîtrisé par les femmes. Ok, C'est un domaine aussi où on a du mal à ouvrir la porte aux hommes. C'est un domaine aussi où les hommes ont du mal ouais, à prendre l'initiative d'essayer au moins de s'intégrer. ouais, Ça s'explique par le déséquilibre dans d'autres domaines, que ce soit professionnel ou autre, en défaveur de la femme. Donc là, effectivement, on a à disposition un espace pour qu'ils puissent justement prendre place dans ce domaine. Et ce sont des espaces, tu disais, exclusivement dédiés aux hommes ou Alors, est-ce qu'une maman peut se rapprocher de la papa et... oui, D'accord. bien ok. sûr, les mamans sont... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant, une famille, ça se construit à deux. Oui, c'est vrai. Homme-femme, père-mère, même dans le cheminement. Donc, on n'est pas fermé à pouvoir faire des rencontres, des événements où il y a des femmes. Des femmes, ok, d'accord. Maintenant, effectivement, sur des rencontres, prioritairement, on essaie de cibler en fait les pères. Ok, d'accord. Alors, maintenant, c'est vrai que par rapport à ce constat du fait qu'il ne se présente pas trop, on est plus en fait mobile. D'accord. On va plus se rendre à des événements à l'extérieur. Et c'est seulement si il y a, on va dire, manifestation de certains pères, qu'on va s'organiser pour pouvoir mettre l'espace à disposition. D'accord, ok. Donc, c'est à la demande. Une fois... Donc là, vous êtes plutôt dans une phase de prévention, de vous faire connaître, d'informer sur le dispositif. Et puis, chaque fois que l'occasion se présente, vous mettez en place des événements. Entre autres. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y a une belle évolution à l'extérieur Ok. par rapport au nombre d'événements qui sont mis en place par d'autres mouvements, d'autres structures, d'autres associations, voire même les médias qui, on va dire, prennent à bras le corps ce sujet de plus en plus. Donc, voire même des personnes lambda qu'on rencontre qui se manifestent, qui nous interpellent. Donc, on voit effectivement qu'il y a une belle évolution et qu'il y a un résultat qui se produit. Maintenant, effectivement, en intimité, en interne, pour pouvoir ramener des pairs dans le dispositif, c'est aussi compliqué. Mais on se satisfait quand même du résultat à En l'extérieur. tout cas, ça reste, comme tu disais, quelque chose de positif. Du moment, Ouais. on part de rien et au fur et à mesure, on C'est ça. amène cette conscience paternelle et c'est très bien. Quels sont les intervenants dans les événements de la Papa? C'est-à-dire, Est-ce que vous, parce que je sais que, par exemple, tu disais pour parentalité égaliste que tu informais beaucoup sur les droits des parents. Est-ce que les intervenants, est-ce que vous faites appel à, je sais pas moi, des juristes, des avocats, des psychologues, des éducateurs spé? alors pour le moment, on fait appel à nous-mêmes. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à notre profession, Oui. donc il y a un qui travaille dans le social, Ok. qui travaille à l'éducation nationale. Donc en fait, par rapport justement à ces professions, ces compétences, Voilà, ouais. en fonction du sujet qu'on met en avant, effectivement, eh ben, telle et telle D'accord. personne va intervenir tel et tel jour. Ok, d'accord. Par rapport aussi à chaque expérience, Oui. que ça soit juridique, que ça soit social. En fait, par exemple, pour ma C'est part, j'ai d'expérience avec presque tout type de structure. Ok. Donc, Ça a été le parcours du combattant? oui, parcours du combattant. Donc, voilà, par rapport à ça, on voit comment on peut intervenir et qu'est-ce qu'on peut apporter en fait à ce moment-là. Alors, je te rassure, c'est vrai que moi, je pense que la présence des intervenants et, en tout cas, faire appel à des spécialistes de différents domaines, c'est très, très bien. Ça valorise le concept et puis ça apporte des informations précises, techniques. Mais, je te rassure, j'ai un petit concept que je fais aussi qui s'appelle le café des parents. Et je dis souvent aux parents que les experts, ce sont eux.
Donc, je comprends tout à fait. Je trouve génial que ce soit les papas eux-mêmes qui viennent vous transmettre votre expérience, en fait, parce que je crois que c'est la meilleure façon de maîtriser le sujet. Comment tu as vécu la chose, comment tu t'es senti, vers qui tu as été, quelle posture tu as... Parce que des fois, on va... Effectivement, il y a des protocoles chez les professionnels, mais dans le vécu, il y a des subtilités qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne nous transmet pas forcément et que celui qui a vécu peut transmettre. Fais attention à la manière dont tu regardais peut-être, fais attention à la manière dont tu t'es présenté, enfin des petites choses comme ça pour pouvoir faire avancer les projets. Ce sont deux choses importantes parce qu'effectivement, c'est bien d'instruire. Ouais. Par exemple, je sais pas, moi, on a vécu la même chose, tu as un professionnel qui va arriver, il va te donner des connaissances, il va te dire, ok, d'accord, tu vas mieux comprendre certaines choses. Quand c'est quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, il peut, en fait, te ramener à la sensation. Oui, exactement. Voilà, ça s'est passé comme ça, j'ai pas pu voir mon enfant, j'ai ressenti ça, etc. Tu te dis, ah oui, effectivement, c'est ce que j'ai ressenti. Et aussi, ça te booste psychologiquement. Parce que ça te dit, ok, je ne suis pas le seul à vivre ce genre de choses. C'est rassurant, voilà. Je ne suis pas le seul à réagir comme ça. Je ne suis pas le seul à ressentir ça. Ok, mais comment tu as fait finalement? Est-ce que tu peux me donner en fait, des astuces pour pouvoir... Même si effectivement, c'est des astuces qui sont propres à tout chacun, oui. Ça peut fonctionner pour l'un et pour l'autre, mais c'est déjà un début de piste. Exactement. Exactement. Et je vais un peu terminer cette partie, si tu veux, en disant, en rappelant à tous ceux qui nous regardent que la vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. Voilà. C'est important de le dire aujourd'hui qu'on parle des papas. Être vulnérable, se montrer tel qu'on est, ouvrir son livre aux autres, ce n'est pas être faible. Alors, bien sûr, ça peut être dangereux, mais ce n'est pas être faible. Alors, avant qu'on attaque les questions des abonnés, il n'y en a pas beaucoup. Ils n'ont pas été très, très réactifs, peut-être un peu timides parce qu'on parlait des papas. J'ai encore deux questions. J'aurais aimé qu'on aborde la question de la charge mentale du papa. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la charge mentale de la maman. Et toi aussi, tu parles de la charge mentale de la maman. Donc, du coup, la charge mentale parentale qui est mal redistribuée. Comment on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la charge mentale du papa et du papa martiniquais, plus exactement? Comment on pourrait imaginer que le papa ait lui aussi une charge mentale? Alors, déjà, je pense que les deux commencer. Une charge mentale, elles sont juste différentes. Ok. Ça peut être à différents degrés, effectivement. Effectivement, la charge mentale sera peut-être plus importante en fonction du cas, voire même plus visible du côté de la mère. Oui. Parce que clairement, c'est... Alors, pour beaucoup de foyers, c'est elle qui, on va dire, est en face de la surcharge parentale. Mais elle s'exprime aussi, la mère. Oui, il y a ça aussi. Elle s'exprime, donc ça amplifie aussi les choses. Alors, non pas que la charge mentale n'est pas au niveau qu'elle exprime, hein, mais le fait de l'exprimer, ça rend cette charge mentale visible. Exactement. Et on a derrière le papa qui est assis là et qui parle pas. Qui parle pas. Qui parle pas, qui dit pas. On a l'impression, mais il y a même des mamans qui s'énervent contre le papa. On aurait dit que tu t'en fous. On aurait dit que ça ne t'intéresse pas. Et le papa, il s'exprime pas. Donc, du coup, on n'a aucune visibilité, on n'a aucun moyen d'interpréter la charge mentale de ce papa-là. Et je vais te dire, ça va jusqu'au cadre de la fête des pères. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir à papa? Puisqu'on n'a pas l'impression, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il embête, on ne sait pas qu'est-ce qu'il voudrait et qu'il n'a pas, à cause justement de cette situation familiale, on ne sait pas. Alors, c'est quoi la charge mentale du papa? Qu'on puisse avoir une idée, que les mamans qui regardent, que les femmes amoureuses, les filles, les enfants, les fils, comment on peut interpréter ça quand ils ne parlent pas? Alors, bon, comme il y a plusieurs ingrédients qui alimentent cette charge mentale, comme la charge mentale de la mère. Déjà, c'est le fait de ne pas pouvoir maîtriser certains éléments en fait, dans le foyer, voire même dans la parentalité. C'est vrai que c'est pas forcément l'intention, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent infantilisés par leurs femmes.
Ok. Fait que justement, ils ne maîtrisent pas et que ne sentent pas forcément d'encouragement, mais plutôt en fait De la critique. de la critique, Tu du as mal jugement. fait, etc. Voilà. Ouais. Même si c'est pas dit comme tel, mais dans la manière de réagir, tout en sachant que peut-être justement Laisse ça, je vais faire. Tu sais pas que je vais faire. exactement. Voilà. Sans, je vais Mais faire ça. tu vois qu'en fait, au final, c'est deux charges mentales qui sont trop chocs. Ok. Parce que peut-être qu'elle réagit comme ça parce qu'elle est déjà saturée ou que justement, comme j'ai déjà entendu assez souvent des mères, elles ont un programme qui sont déjà défini. Ouais. Le programme de la journée doit se passer comme ça. Comme, quand tu as le père qui essaie de faire quelque chose, qui galère ou qui prend plus de temps, Ouais. ça joue dans le programme Oui, je comprends. et ça fait émerger un stress supplémentaire. Il y a aussi le stress du travail. Parce que, bon, pour ceux qui, on va dire, participent à la vie familiale, à la vie du foyer, Tu parles des charges financières? il y a ça, mais aussi la charge du travail où il faut en fait faire la transition et jongler Ok. entre la charge du travail et la charge du foyer. Ok, d'accord. Alors quand c'est dans une configuration où bon voilà, c'est l'homme qui va ramener les ressources, le père, donc il ramène les ressources et quand il arrive à la maison, bon, 2-3 bisous aux enfants, il joue avec les enfants, mais il va se prélasser parce qu'il est sorti du travail, etc. Bon. Je parle du père par exemple qui sort du travail et qui se dit bon, je sais que ma femme toute la journée elle a géré le foyer, les enfants. Il est conscient de cette charge et qui se dit bon, je vais contribuer. Ouais. D'accord? Je vais contribuer parce que c'est tout à fait normal. Je suis le père, je suis dans le foyer. Et se dire bon, je vais prendre cette charge-là également pour pouvoir, on va dire, alléger la charge de la mère. C'est très, 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 très compliqué ce que tu dis pour une maman parce que j'ai pas l'impression que les femmes se disent je vais contribuer. C'est drôle, hein? La perception du papa par C'est rapport... pour ça que j'essaie de trouver des mots. Non, parce que on va se le dire concrètement. Ouais. On va se le dire. C'est assez compliqué parce que clairement, même si ce n'est pas dit comme tel, mais en fait, parfois on a l'impression que vous manquez votre territoire. Ok, d'accord. Ok. Et qu'en fait, automatiquement, voire naturellement, on se dit, bon, comme c'est elle la chef, Ok, d'accord. c'est elle la chef dans ce domaine-là. Oh, ouais. Même si je contribue, même si tu vois, je participe, etc., je ne peux pas me dire, par contre, tu te mets là, je vais gérer. Oui, ouais, c'est vrai. Je comprends. Parce que ça peut être un conflit, puisqu'elle va peut-être pas vouloir lâcher prise totalement. C'est ça. Et si elle lâche prise, bon, peut-être qu'il y aura quand même un petit contrôle. Tu vois. Donc parfois, c'est mieux de laisser en fait, le contrôle, parce que c'est surtout ça, le contrôle. Ouais, ouais. Et de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir contribuer, pour alléger, parce que c'est elle qui dirige. Wow, c'est impressionnant. Non, mais je suis, tu vois, exactement comme l'année dernière, je suis vraiment contente de cet échange parce que il faut être honnête. Il faut qu'on agisse. Tu vois, tu disais, je vais parler franchement. Il faut être honnête. Autant, nous, on a des sensations et une façon de s'exprimer qui fait qu'on va prendre de la place. On le fait naturellement. Mais il nous faut aussi être capable d'entendre que cette expression naturelle va créer, ça ne veut pas dire qu'on est responsable du manque d'investissement de certains papas. Ouais. C'est pas ça le propos. Mais il faut entendre que notre fonctionnement va créer des attitudes et des réactions chez l'autre qui va essayer de trouver sa place là où on veut bien lui laisser un peu de place. C'est compliqué. Si on s'affirme trop, ce sera un stress. Voilà. Parce que ça va jouer dans le programme en question. Parce que nous, bon, on se dit, on met un programme, ça se passe pas comme ça, bon, c'est pas grave. Oui, les hommes sont plus à l'aise. Dans le lâcher prise, dans certaines choses. Mais en même temps, si on se dit... Ils sont plus réactifs que proactifs. Voilà. Mais en même temps, si on se dit, bon, on va rester un petit peu en retrait et on va faire certaines choses pour alléger, on se dit, non, mais t'es pas là pour m'alléger, t'es là pour faire également. Voilà, c'est pas que pour moi. Voilà. Donc, en fait, dans les deux cas... Tu n'es pas mon assistant, tu es un parent comme moi-même. Voilà. Mais en même temps, si on va trop... si on s'exprime trop. On s'exprime trop ou on prend trop de place,
Dit non, mais attends, tu sais pas faire ça, tu vas faire ça. Non, tu fais. C'est vrai, ouais. Voilà, donc, quoi qu'il en soit, en fait, on se dit, bon. Ouais, c'est compliqué. C'est jongler entre les deux. Voilà, exactement. Tu utilises le bon terme, il faut jongler. Entre les deux, et c'est parfois, c'est pour ça aussi que je pense, hein, si un des facteurs, ce n'est pas le seul facteur, parce qu'on a comme une responsabilité de se dire que c'est là où la communication est assez importante pour essayer de comprendre en fait ce que l'un et l'autre vivent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui aurait été intéressant, c'est de pouvoir, par exemple, je sais que moi, autant où dans mon ancien travail, en fait, quand j'avais mon mois de congé, je sais que je prenais plus de place dans le foyer. Parce que là, j'avais la possibilité de le faire. Et là, ma femme, en fait, profitait soit pour faire des formations ou travailler. Et c'est là que tu te rends compte, entre guillemets, tu as un avant-goût de ce que l'un et l'autre vivent. Ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai les enfants toute la journée et je dois m'occuper du foyer. Et elle... Vous inversez les rôles. Voilà, elle travaille et quand elle revient, effectivement, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'effectivement, je vais me détendre un peu parce que la journée était dure au travail? Ou est-ce que je reprends tout de suite, on va dire, une partie de la charge au foyer? C'est là, ça te fait réfléchir. Oui, je vois. Parce que ça te donne un avant-goût de ce que l'un et l'autre... C'est un bel exercice à tester au moins une fois. Question de comprendre l'autre, de comprendre... Ça. Voilà, même pour des pères qui n'ont pas forcément conscience de ces enjeux, d'avoir un week-end entier avec les enfants. Oui, c'est vrai. C'est un week-end. Hein. Et là, tu peux avoir en fait un avant-goût de ce que la mère peut vivre en fait dans le quotidien. Exact. Même les mères. Et de comprendre aussi cette volonté de proaction, de toujours vouloir gérer, de toujours vouloir s'organiser pour pouvoir derrière garder un semblant de liberté. C'est ça. Voilà. Et même certaines mères qui ne comprennent pas forcément ce que père peut vivre quand il n'a pas ses enfants. Exact. Tu passes tout le week-end sans tes enfants. Au début, tu te dis chouette, ok, je vais pouvoir. Mais alors, un week-end, je parle d'un week-end. Des fois même minuit. Tu te dis, bon, allez, tu te débarrasses un petit peu parce que tu as besoin de souffler. Tu vas faire la vida loca. Ce sera le week-end de ta vie parce que tu es sans enfant. Sauf que tu réalises que tu as ce petit pincement, que tu sens que la maison est un peu vide, etc. Voilà. Oui, on voit très bien de quoi tu parles. Imagine quand tu étales la surcharge des mères de le quotidien et le manque. Ouais. Le manque de tes enfants, soit dans le quotidien ou en fait tous les week-ends. Ouais. Si tu l'étales sur plus longtemps, voilà. Ouais, c'est compliqué. Et on fait pas assez cet exercice pour comprendre l'autre. De comprendre l'autre, voilà, de s'ouvrir à l'autre. Et c'est pourquoi c'était important de te recevoir dans le cadre de la fête des papas, de la fête des pères, parce que dans les familles, on discute, on essaie de trouver des solutions, mais on ne s'ouvre pas forcément à l'autre. Et là, tu proposes un superbe exercice, c'est d'échanger les rôles de temps en temps, tu vois, d'échanger les rôles de temps en temps pour vraiment comprendre ce que vit l'autre. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je le dis souvent, on n'est pas obligé d'être d'accord. Par contre, il faut pouvoir entendre ce que vit l'autre pour s'ouvrir et puis essayer de trouver la meilleure solution. Alors, on va continuer. Donc, avant de traiter les quelques questions que nous avons, je vous rappelle que vous pouvez suivre Méli-Mélo en vous abonnant à la page Instagram melimelo.fwi. Et puis, vous le savez, la chaîne WhatsApp au 08 53 54. Donc, 08 53 54. Vous m'envoyez un petit message. Je vous embarque sur la chaîne WhatsApp. La dernière émission, j'étais en train d'expliquer aux téléspectateurs qu'il faut s'abonner, puisque pour pouvoir utiliser les outils des réseaux sociaux, on a besoin d'un certain nombre d'abonnés. Donc, je compte sur vous. Soyez nombreux. 08 53 54. Non seulement vous vous abonnez, mais en plus, vous êtes réactifs. Je compte sur vous pour les questions, pour les prochaines émissions. Voilà. Donc, on commence tout de suite. On a Lisa Vera qui dit « Bonjour. Dans les conversations, c'est 50-50. On dit qu'il y a de plus en plus de papas qui s'impliquent, mais en même temps, on a le sentiment que les pères sont encore et toujours absents. Vous qui œuvrez en faveur des papas, vous avez le sentiment que les pères sont plus impliqués.
notamment alors c'est une question, hein, notamment dans l'éducation intellectuelle des enfants. Donc, elle demande est-ce que, toi qui es au contact des papas, toi qui as les conversations avec eux, est-ce que tu as l'impression qu'ils s'impliquent un peu plus, notamment sur le plan intellectuel, pas seulement financier, je veux dire. Intellectuel, c'est-à-dire, est-ce que c'est en termes... Parentage, éducation, école. Alors, c'est vrai que, du moins de ce que j'ai pu voir, les pères que j'ai vus, effectivement, ils sont un petit peu plus sensibles qu'avant sur l'épanouissement de leur enfant, et pas que du côté financier. Mais alors, je vois effectivement beaucoup de pères aux abords des écoles. Oui, par de exemple. plus en plus, effectivement. Mais à l'intérieur, effectivement, il y a encore un travail à faire. Oui. Quand je dis à l'intérieur, au sein même de l'établissement, commencer par le comité des parents. Oui. Il y a quelques pères, mais Oui, c'est ça. il y en a pas assez. On a encore un chemin à faire. C'est Ouais. ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais ils sont déjà devant l'établissement. C'est vrai, c'est Ça, vrai. c'est déjà une victoire. Ouais. Donc, on espère que ça va évoluer jusqu'à ce qu'ils puissent entrer à l'intérieur de l'établissement. C'est vrai, c'est vrai. C'est très, très vrai ce que tu dis. Je le vis puisque j'ai un centre de cours de soutien scolaire. Et bon, alors moi, j'ai la chance quand même d'avoir des papas qui viennent, mais il y a aussi une bonne partie des papas qui restent dans leur voiture et qui me font coucou. Madame va t'appeler. Alors qu'il y a quand même des papas, je pense à un papa en particulier, qui prend le temps de s'asseoir et me demander comment ça s'est passé, etc., etc. Et donc, oui, il faut que les papas viennent. Alors, ils viennent déjà, mais qu'ils peuvent rentrer maintenant. Après, ça peut s'expliquer aussi sur le fait que l'accueil, parfois, Au papa est différent, est un peu compliqué en fonction des personnes Ouais. qui sont en place. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on a une question intéressante aussi. C'est Véronique qui demande, ça fait plusieurs fois que j'entends un gars me parler de vasectomie. J'ai l'impression que les hommes conçoivent leur rôle de père mieux aujourd'hui et qu'ils perçoivent aussi à quel point c'est difficile d'élever un enfant. Voilà. Donc, bon, c'est sa réaction. Est-ce que toi, on te parle de vasectomie, tu entends pas? Est-ce que ça fait partie de vos conversations? Est-ce que vous êtes Oui. encore réticent? J'en ai déjà parlé, effectivement. Alors, personnellement, bon, chacun fait comme il veut. Hein. Oui. Mhm. Mais je me vois pas faire ça. Ok, Je me d'accord. vois pas faire ça. Et c'est vrai que ils prennent de plus en plus conscience parce que il y a de plus en plus de visibilité, comme on en parlait tout à l'heure, sur nos problématiques, sur nos souhaits, sur Voilà, c'est ça. nos travaux également, sur ce qu'on souhaite changer au sein de nos familles. Mais il y a aussi le fait qu'on apprend aussi des erreurs passées. Exact, exact. Parce qu'on a été enfant, on a vu en fait les dégâts qui pouvaient causer dans les conflits parentaux, voire même dans l'absence d'un des parents. Et bon, par rapport à ça, effectivement, il y a beaucoup de pères. Hein, il y a un reportage qui passait sur une autre chaîne, Ok. des témoignages, voire même des personnes que tu rencontres dans la rue qui te disent, en fait, oui, effectivement, j'ai eu un père absent, quelle que soit la raison de l'absence, hein, Oui. que ça soit du niveau du père ou par rapport à la mère, Ouais. qui ne souhaite pas, en fait, réitérer, en fait, De réitérer l'histoire, en fait. L'histoire, Ouais, c'est voilà, ça. C'est ça. C'est ça. Moi, je trouve que c'est bien que les hommes parlent de vasectomie. J'ai appris le mot vasectomie par un homme. C'est un homme qui m'a dit vasectomie et qui a fait que je me suis intéressée. Puisque nous, chez les femmes, on parle plutôt de contraception. Bien que la vasectomie, c'est de la contraception, mais on parle de pilules, on parle d'avortement, on parle de stérilet, mais pas de vasectomie. On parle de ligature des trompes. Et je trouve que c'est bien que les hommes s'intéressent à leur contraception parce que le fait de s'y intéresser et d'en parler montre aussi que les hommes n'avaient pas forcément la même mise sur leur parentalité. ouais. Voilà, sans porter de... Bien sûr, ils ont leurs responsabilités, hein. Je ne les dédouane pas,
puisque en général, un homme qui est consentant est censé avoir la bonne attitude, mais on sent qu'il n'y avait pas forcément cette pleine prise en main de leur propre sexualité, de leur propre fertilité en réalité. Voilà. Il y a aussi le fait de sécuriser sa femme, parce qu'on a constaté aussi que les différents moyens de contraception pouvaient nuire à la santé. Exactement. Tout comme la contraception féminine était beaucoup plus mise en avant, il y avait plus de dégâts en termes de santé chez les femmes. Exactement. Et puis quand on parlait souvent de... Je prends par exemple cette expression qu'on utilise, porter chapeau, pas ni bobo. Alors, ça veut dire que mettre un préservatif, c'est éviter les maladies. Mais mettre un préservatif, c'est pas que pour les maladies. Il y a des couples mariés qui utilisent des préservatifs en moyen de contraception pour éviter d'avoir des enfants, par exemple. Donc, c'est pas... Pour l'homme, en tout cas, la contraception était plus vue comme une protection contre les maladies que comme un outil de gestion de sa parentalité. Et je crois que c'est bien d'expliquer aux hommes aussi qu'ils ont le droit de contrôler leur parentalité, de dire, ben moi, je veux un enfant, ou je suis pas prêt, ou je voudrais demain, ou j'en veux 15, ou j'en veux pas du tout, ou un seul, c'est suffisant pour... Enfin, voilà, le papa a aussi son mot à dire, et pas simplement de découvrir par surprise, ou là, on le voit dans les vidéos, la femme qui lui dit, ah, je vais lui faire la surprise, je vais lui dire que je suis enceinte. D'accord, si c'est un projet ensemble, ok, mais quand c'est pas un projet ensemble, là, je t'annonce qu'on attend notre 6e enfant. Bon, c'est discutable parce qu'on pourrait lui dire, oui, mais frère, fallait te protéger. Mais en même temps, peut-être qu'on ne s'est pas protégé, mais qu'on n'avait pas forcément discuté du projet de parentalité. C'est comme une petite histoire que j'ai pris connaissance il y a quelque temps, où un homme, malheureusement, s'amusait à avoir des relations sexuelles avec des femmes. Ouais. Mais il, on va dire, faisait des trous dans le préservatif. Ouais. En fait, il faisait des enfants, quoi. Il faisait des enfants, voilà. Tu vois, c'est quelque chose qui... on te montre bien que c'est quelque chose qu'avant, on avait déjà entendu, mais en fait, de l'autre côté. Oui, c'est ça, voilà. Oui, voilà, c'est ça. De l'autre côté. Et en fait... La femme qui, entre guillemets, pour piéger, je dis ça pour aller vite, faisait un préservatif pour pouvoir... Et en fait, certaines femmes qui avaient été victimes de cela voulaient porter plainte. Ok. Voulaient porter plainte. Ok. Mais ça donne une réflexion parce que tu te dis aussi, mais les hommes qui ont subi ça, on le disait, mais non, mais en fait, il faut assumer. Exactement. Ouais, et c'est là, en fait, ça m'a fait penser à ça parce que quand tu vas parler de vasectomie, en fait, tu te rends compte effectivement qu'en fait, ça ne laisse pas le choix à l'autre. C'est-à-dire que c'est ton propre choix. Voilà, c'est donc, vrai. quoi qu'il en soit, si on essaie de te manipuler, non, tu pourras dire que c'est pas toi puisque tu as fait. Tu peux pas, puisque c'est quelque chose que tu as fait sur ton corps et c'est pas. Comme quoi ça va loin. Alors, Briscoe, on sera obligé de conclure un petit peu puisque le temps est presque terminé. Je vais quand même parler de... Alors, il y a d'autres questions, mais on ne pourra pas toutes les traiter. Mais je veux quand même terminer avec l'intervention de Gigi qui dit « Félicitations Briscoe et bonne fête des pères à toi ». Donc, voilà, il fallait que je le dise. Eh bien, merci Gigi. Et puis, on va finir quand même avec les bons plans. Donc, je vais annoncer le bon plan et puis tu nous diras quelques mots sur la citation que tu as choisie. Donc, chers téléspectateurs, en bon plan de cette émission, vous l'aurez compris, moi, je vous invite à vous rapprocher des réseaux de Briscoe. Donc, vous avez Parentalité Égaliste que vous allez retrouver sur TikTok et puis que vous allez retrouver aussi sur la chaîne WhatsApp. Voilà. Donc, vous envoyez un petit numéro. Alors, vous avez le numéro aussi. On a passé plusieurs fois de Papa Génité avec la Papa. Donc, ils peuvent te contacter et à ce moment-là, on fera le nécessaire. Enfin, ils feront le nécessaire. Ils vont vous reconduire vers les autres plateformes. Donc, n'hésitez pas. Vous envoyez un message au 001923 et votre interlocuteur va vous rediriger vers les autres réseaux. Sinon, de manière très autonome, vous allez sur Instagram, sur TikTok, etc. D'ailleurs, on a un petit extrait, je vous laisse regarder tout de suite. La mère, justement, a le plus besoin de soutien.
Et c'est quand même la venue de ton enfant. Et c'est là où justement on doit avoir une dignité parentale. Ouais. C'est-à-dire que prioriser le bien-être de son enfant. Même si tu as ton travail, frère, il faut que tu mettes en avant le fait que voilà, tes parents, tu as un enfant à t'occuper, tu t'affirmes, quoi. En fait, c'est une réaction qu'on a malheureusement. Et comme je dis, je ne trouve d'excuses à qui que ce soit. Chaque personne fait à sa façon. C'est inexplicable parce que c'est quand même un moment où la mère justement a le plus besoin de soutien. Et c'est quand même la venue de ton enfant. Et c'est là où justement on doit avoir une dignité parentale. Ouais. C'est-à-dire que prioriser le bien-être de son enfant. Même si tu as ton travail, frère, il faut que tu mettes en avant le fait que voilà, tes parents, tu as un enfant à t'occuper, tu t'affirmes, quoi. En fait, c'est une réaction qu'on a malheureusement. Et comme je dis, mais comme vous allez vous abonner à la page de Méli-Mélo, vous aurez le bon extrait. Je compte sur vous. Et puis, c'est très bien que ce soit repassé parce que l'occasion pour moi de vous inviter à retourner sur la chaîne YouTube de Méli-Mélo sur Zouk TV et vous allez retrouver cette émission qui était fort intéressante. Alors, puisqu'on termine avec la citation, donc tu as choisi une citation d'Indira Gandhi qui dit « Pour être libérée, la femme doit se sentir libre d'être elle-même, non en rivalité avec l'homme, mais dans le contexte de sa propre capacité et de sa personnalité. » Alors pourquoi cette citation? Cette citation, parce que je pense que c'est concernant tous les combats, toutes les réalités à laquelle on fait face, où on ne doit pas se laisser influencer. On doit simplement être soi-même. Ne pas laisser en fait les autres, voire même la société, nous définir. On souhaite devenir qui on veut, on souhaite faire plus ou moins ce qu'on veut, mais à partir du moment où voilà, on sait ce qu'on veut, on sait qui on veut être, et que quoi qu'il en soit, on peut très bien effectivement écouter, prendre des conseils, des astuces de tout un chacun. Mais ça ne veut pas dire que ça va nous définir. Ne pas laisser les jugements des autres nous définir. Et concernant la femme, effectivement, que ça soit la société, que ça soit les hommes, de ne pas vous laisser vous définir justement par ces influences. Je te remercie pour cette belle citation. Je retiens aussi que les hommes ont besoin de sortir de cette rivalité. Oui, on le dit aussi dans la citation, pas de rivalité avec l'homme. Donc, merci à toi, merci pour ta présence, merci d'avoir décrypté ce sujet et puis d'avoir permis à nos téléspectateurs de continuer à célébrer la fête des pères à travers cette émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie. Je compte sur vous, j'attends vos messages. Je vous donne rendez-vous aussi vendredi, puisqu'il y a la rediffusion. Donc, si vous étiez seul, sans papa, vous invitez papa à venir regarder l'émission avec vous. Si papa, tu es seul, tu invites maman à venir regarder l'émission avec toi vendredi soir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Tu voulais? Oui, juste une petite dédicace, vite fait. Je dédicace aux membres de Papa Génitel, la coupe Papa, Olivier, Jonathan, les deux Lionel, Pascal, Kenrick, Madé, et tous ceux qui nous soutiennent et qui contribuent justement à ces travaux. Très bien. Eh bien, félicitations, messieurs. Félicitations. Et puis, à vous aussi, les Papa Génitel, je vous remercie pour ce travail que vous faites et je vous encourage. À très bientôt. Bye bye. Hey! Bonjour. Bonjour. La dernière fois, tu t'es présenté. Mais qu'est-ce que parentalité égaliste? Très bonne question. Alors, parentalité égaliste, c'est un concept qui prône l'équilibre et la dignité parentale pour le bien-être familial. Il s'exprime à travers des rencontres de discussion présentielles et virtuelles, manifestations culturelles et militantes ainsi que des conférences. Il sert aussi de relais entre personnes, mouvements, associations, fédérations, collectivités, entreprises et professionnels. Vous pouvez retrouver toutes les activités sur les réseaux sociaux Parentalité égaliste. Merci. Hey!